Quand on pense aux figures les plus sombres de l'histoire criminelle, quels sont les visages qui nous viennent à l'esprit? Souvent, ce sont des hommes. Mais l'histoire, même la plus macabre, est bien plus complexe. La cruauté, la manipulation et la violence n'ont pas de genre. Ce soir, nous allons nous aventurer sur un terrain particulièrement troublant, celui des femmes qui ont basculé dans l'horreur. Je vous emmène à la découverte de 10 histoires vraies, 10 destins de criminelles américaines qui ont marqué leur époque par la froideur de leurs actes, leur intelligence perverse ou leur brutalité insoupçonnée. Des mères de famille, des enseignantes, des veuves éplorées. Derrière ces façades se cachent parfois des monstres. Accrochez-vous, car la réalité que nous allons explorer est souvent bien plus effrayante que n'importe quelle fiction. Aileen Wuornos, l'ange de la mort sur les routes de Floride. Fin des années 80 en Floride. Le Sunshine State est le terrain de chasse d'un tueur en série qui s'attaque aux automobilistes masculins. La police est déconcertée. Personne n'imagine alors que l'auteur de ces crimes violents est une femme, une prostituée au passé tragique nommée Aileen Wuornos. Entre 1989 et 1990, 7 hommes sont retrouvés abattus sur le bord des autoroutes de Floride. Leurs voitures ont été volées, leurs corps abandonnés. Aileen Wuornos affirmera plus tard avoir agi en état de légitime défense à chaque fois, affirmant que ses clients avaient tenté de la violer ou de la tuer. C'est une affirmation qui a divisé l'opinion publique et les experts pendant des années. Son histoire est celle d'une enfance brisée par les abus, l'abandon et une vie de misère qui l'a conduite à la prostitution dès son plus jeune âge. Est-ce que ce passé traumatique peut expliquer, sans pour autant excuser, le déchaînement de violence qui a suivi? Les procureurs, eux, ont brossé le portrait d'une prédatrice de sang-froid, tuant pour voler l'argent et les véhicules de ses victimes. Son procès fut extrêmement médiatisé, révélant une femme à la personnalité complexe, à la fois victime de son passé et bourreau impitoyable. Aileen Wuornos est devenue une figure tristement célèbre, la première femme à correspondre au profil stéréotypé du tueur en série itinérant. À votre avis, la vérité se situe-t-elle quelque part entre ces deux extrêmes? Était-elle une victime poussée à bout ou une tueuse calculatrice utilisant son passé comme une excuse? Belle Gunness, la veuve noire de la ferme au meurtre. Début du XXe siècle, à La Porte, dans l'Indiana. Belle Gunness est une immigrée norvégienne, une veuve robuste et en apparence respectable qui possède une ferme prospère. Elle passe des annonces dans les journaux pour trouver des prétendants et des ouvriers agricoles promettant richesse et stabilité. Les hommes répondaient à ces annonces, arrivaient à la ferme avec toutes leurs économies, puis disparaissaient sans laisser de traces. Belle expliquait à ses voisins curieux qu'ils étaient simplement repartis. Mais la vérité était bien plus sinistre. Après un incendie suspect qui ravagea sa ferme, en 1908, les enquêteurs commencèrent à creuser. Et ce qu'ils ont trouvé dépasse l'entendement. Dans l'enclos à porc, dans la cave, un peu partout sur la propriété, ils ont déterré les restes démembrés de dizaines de personnes, prétendants, ouvriers et même ses propres enfants. On estime qu'elle aurait tué jusqu'à 40 personnes. Sa méthode était simple. Elle séduisait les hommes, les convainquait de lui confier leur argent, puis les empoisonnait ou les tuait à coups de hache pendant leur sommeil. Le mystère s'épaissit avec sa propre mort présumée dans l'incendie. Le corps d'une femme décapitée fut retrouvé. Mais il était bien plus petit que la stature imposante de Belle. A-t-elle simulé sa propre mort pour s'enfuir avec son butin? Pensez-vous qu'une femme ait pu commettre autant de meurtres et s'en sortir en toute impunité pendant si longtemps à cette époque? La ferme au meurtre de Belle Gunness reste l'un des chapitres les plus macabres et mystérieux du true crime américain. Diane Downs, la mère qui a tiré sur ses enfants. Oregon, mai 1983. Une nuit,
une jeune mère de 27 ans, Diane Downs, arrive en trombe aux urgences. Ses 3 enfants, Cheryl, Christy et Danny, gisent dans la voiture couverts de sang. Elle affirme qu'un inconnu aux cheveux hirsutes a tenté de voler sa voiture et leur a tiré dessus. L'histoire semble tragique, mais très vite, le comportement de Diane intrigue les enquêteurs. Elle apparaît étonnamment calme, détachée, presque souriante par moments. Son récit des événements comporte de nombreuses incohérences. Alors que sa fille Cheryl est morte et que ses 2 autres enfants luttent pour leur vie, Diane semble plus préoccupée par les appels à son amant qui ne voulait pas d'enfant dans sa vie. L'horrible vérité commence à émerger. Il n'y a jamais eu d'agresseur. C'est Diane elle-même qui a arrêté sa voiture sur une route de campagne et a tiré à bout portant sur ses propres enfants. Son mobile, se débarrasser d'eux pour pouvoir être avec l'homme qu'elle aimait. Le témoignage de sa fille Christy, qui a survécu et a pu désigner sa mère comme étant la tireuse, sera décisif lors du procès. Comment une mère censée protéger ses enfants peut-elle en arriver à commettre un acte aussi monstrueux par pur égoïsme ? Quelle spirale psychologique peut mener à une telle déconnexion de la réalité et de l'empathie ? L'affaire Diane Downs est un cas d'école glaçant sur le narcissisme pathologique et la noirceur de l'âme humaine. Dorothea Puente, la douce grand-mère au jardin macabre. Sacramento, Californie, dans les années 80. Dorothea Puente est une adorable petite grand-mère à l'allure fragile et bienveillante. Elle tient une pension de famille pour les personnes âgées, les sans-abri et les personnes en difficulté. Elle est perçue comme un véritable pilier de la communauté, une sainte femme. Mais des travailleurs sociaux commencent à s'inquiéter. Plusieurs pensionnaires de Dorothea semblent disparaître mystérieusement. Quand on l'interroge, la vieille dame a toujours une explication. Ils sont partis voir de la famille, ils ont déménagé. Pourtant, leur chèque de sécurité sociale continue d'être encaissé. En novembre 1988, la police obtient un mandat pour fouiller sa propriété. C'est dans le jardin, sous les parterres de fleurs si bien entretenus, que l'horreur est révélée. Les enquêteurs déterrent 7 corps momifiés dans des draps. D'autres victimes seront découvertes plus tard. Dorothea Puente droguait ses pensionnaires avec un cocktail de médicaments jusqu'à ce qu'ils meurent d'overdose, puis les enterrer la nuit dans son jardin, tout ça pour continuer à toucher leurs allocations. Pendant son procès, elle a maintenu l'image d'une grand-mère innocente, affirmant que ses pensionnaires étaient morts de cause naturelle et qu'elle avait simplement peur de le signaler. Croyez-vous à cette version des faits ou pensez-vous qu'il s'agissait d'un plan calculé de sang-froid ? Cette affaire nous rappelle de manière terrifiante que les apparences sont souvent trompeuses et que les pires monstres peuvent se cacher derrière les sourires les plus doux. Pamela Smart, la professeure manipulatrice. Derry, New Hampshire, 1990. Gregory Smart, le mari de Pamela Smart, une jeune et charismatique directrice des médias dans un lycée local, est retrouvée assassinée à leur domicile. L'affaire ressemble à un cambriolage qui a mal tourné. Pamela, la veuve éplorée, joue son rôle à la perfection devant les caméras de télévision. Développement. Mais en coulisses, une autre histoire se dessine. L'enquête révèle que Pamela Smart, 22 ans, entretenait une liaison avec l'un de ses élèves, Billy Flynn, un adolescent de 15 ans, et elle ne s'est pas contentée de le séduire. En usant de son influence de manipulation psychologique et sexuelle, elle l'a convaincu, lui et ses amis, que son mari était un obstacle à leur amour et qu'il fallait l'éliminer. Elle a planifié le meurtre, leur a donné des instructions et a créé son propre alibi. C'est l'un des premiers grands procès à être intégralement retransmis à la télévision aux États-Unis, transformant l'affaire en véritable feuilleton national. Pamela a toujours nié son implication, se présentant comme la victime d'adolescents menteurs. Mais les enregistrements secrets de ses conversations avec l'une de ses étudiantes
où elles discutent du meurtre seront accablants. Jusqu'où peut aller le pouvoir de la manipulation ? Comment une adulte en position d'autorité a-t-elle pu pervertir des adolescents au point d'en faire des assassins ? L'affaire Pamela Smart est une exploration fascinante et effrayante de la séduction comme arme du crime. Jodi Arias, l'amour, le mensonge et le meurtre. Mesa, Arizona, juin 2008. Travis Alexander, un jeune commercial, est retrouvé mort dans sa douche par ses amis. La scène est d'une violence inouïe. Les soupçons se tournent rapidement vers son ex-petite amie Jodi Arias, une photographe en herbe avec qui il entretenait une relation tumultueuse. D'abord, Jodi Arias nie tout. Elle n'était même pas en Arizona au moment des faits, dit-elle. Puis, les preuves s'accumulent, son ADN est retrouvé sur les lieux et un appareil photo endommagé, retrouvé dans la machine à laver de la victime, révèle des photos prises le jour du meurtre, montrant Travis sous la douche, puis Jodi elle-même, et enfin Travis mourant. Acculée, elle change de version. Elle affirme que 2 intrus masqués ont tué Travis et l'ont attaqué. Une version qui ne tient pas la route. Finalement, lors de son procès ultra médiatisé, elle avoue le meurtre mais plaide la légitime défense, décrivant Travis comme un homme abusif. L'accusation, de son côté, dépeint une femme manipulatrice, obsessionnelle et jalouse qui aurait tué Travis de sang-froid après qu'il ait décidé de rompre définitivement. Le procès a captivé l'Amérique, révélant des détails intimes et choquants de leur relation. C'était sa parole contre celle d'un homme qui ne pouvait plus parler. À votre avis, où se situe la vérité dans cette affaire complexe ? Était-ce un acte de légitime défense désespérée ou une vengeance préméditée ? Le cas Jodi Arias reste un exemple frappant de la manière dont une relation passionnelle peut dériver vers l'horreur absolue. Casey Anthony, la mère la plus détestée d'Amérique. Orlando, Floride, été 2008. Kaylee, une adorable petite fille de 2 ans, disparaît. Mais sa mère, Casey Anthony, 22 ans, n'alerte la police qu'un mois plus tard, et seulement sous la pression de ses propres parents. Commence alors l'une des affaires les plus médiatisées et les plus controversées des États-Unis. Pendant le mois où sa fille était portée disparue, le comportement de Casey est déconcertant. Au lieu de chercher son enfant, elle est filmée, en train de faire la fête, de participer à des concours de hot body et de se faire tatouer Bella Vita, la belle vie. Aux enquêteurs, elle sert un tissu de mensonges. Elle accuse une nounou imaginaire d'avoir kidnappé Kaylee. Elle prétend travailler à Universal Studios alors qu'elle a été licenciée des années auparavant. Chaque mensonge est plus gros que le précédent. L'odeur de décomposition détectée dans le coffre de sa voiture et la découverte tardive des restes de la petite Kaylee dans un bois près du domicile familial ne laissent que peu de doutes sur l'issue tragique. Pourtant, lors de son procès, la défense avance une théorie choc. Kaylee se serait noyée accidentellement dans la piscine familiale et son grand-père, George, aurait aidé à dissimuler le corps. Le procès a divisé l'Amérique et contre toute attente, Casey Anthony a été acquitté du meurtre, condamné uniquement pour avoir menti aux enquêteurs. Le public était outré. Comment une mère peut-elle ne pas signaler la disparition de son enfant pendant 31 jours ? Si c'était un accident, pourquoi un tel enchevêtrement de mensonges ? Croyait-elle elle-même à ces histoires ? Ou était-ce le jeu d'une manipulatrice hors pair, vide de toute émotion ? Le mystère de la mort de Kaylee Anthony reste entier, tout comme le mystère de la psyché de sa mère. Nanny Doss, la mamie rieuse et ses recettes empoisonnées. Tulsa, Oklahoma, 1954. Nanny Doss est une femme d'âge mûr, joviale, potelée, qui adore lire des romans d'amour. Quand son 5e mari meurt soudainement, les médecins soupçonnent un empoisonnement à l'arsenic. L'enquête qui s'ouvre va révéler une veuve noire bien plus prolifique et souriante que l'on aurait pu l'imaginer. Surnommée The Giggling
Granny, la mamie rieuse, par la presse en raison de son attitude constamment enjouée et de ses rires pendant les interrogatoires, Nanny Dos va avouer avec une déconcertante légèreté. Oui, elle a bien tué son 5e mari, et le 4e, et le 3e, et le 2e. Le premier, elle n'est pas sûre. Mais elle a aussi tué sa mère, ses 2 sœurs, son petit-fils et l'une de ses belles-mères. On estime qu'elle aurait tué entre 8 et 11 personnes au total sur plusieurs décennies. Sa méthode était toujours la même, l'arsenic, souvent mélangé dans des plats qu'elle préparait avec amour comme des gâteaux aux pruneaux. Son mobile ? Pas toujours l'argent des assurances vie, même si elle en a touché. Elle affirmera avoir tué certains de ses maris car ils étaient ennuyeux ou trop exigeants. Elle dira avoir cherché toute sa vie l'amour parfait, celui des romans à l'eau de rose, et se débarrasser de ceux qui ne correspondaient pas à cet idéal. Comment une femme a-t-elle pu commettre autant de meurtres au sein de sa propre famille sans jamais être soupçonnée ? Ce décalage entre son apparence de mamie gâteau et la froideur de ses actes est absolument terrifiant. Est-ce le signe d'une profonde pathologie mentale ou d'une sociopathie parfaitement dissimulée ? Teresa Knorr, la mère comme bourreau. Cette histoire est l'une des plus sombres et des plus dérangeantes que vous entendrez. Sacramento, Californie. Teresa Knorr est une mère de 6 enfants. Mais loin de l'image maternelle, elle va soumettre sa propre progéniture à un cycle d'abus psychologiques et physiques d'une cruauté inimaginable, qui culminera par le meurtre de 2 de ses propres filles. Teresa Knorr était convaincue que son 2e mari l'avait ensorcelée pour la faire grossir. Elle a reporté cette haine et cette paranoïa sur ses filles, en particulier Suezanne et Sheila. Les abus étaient quotidiens. Coups, brûlures de cigarettes, humiliations. Mais le pire était à venir. En 1984, elle accuse Suzanne de lui avoir jeté un sort. Avec l'aide de ses fils, elle la séquestre dans un placard, la laissant mourir de faim et de déshydratation. Son corps sera ensuite brûlé et jeté dans une rivière. 1 an plus tard, c'est au tour de Sheila. Teresa, furieuse, lui tire une balle dans le dos. La blessure n'est pas immédiatement mortelle. Au lieu de la soigner, Teresa la laisse agoniser pendant des jours, développant une gangrène, refusant toute aide médicale pour ne pas être découverte. Elle mourra dans d'atroces souffrances. Son corps sera également dissimulé. Ces horreurs sont restées secrètes pendant des années, les enfants survivants étant terrorisés et sous l'emprise totale de leur mère. Ce n'est qu'en 1993 que l'une des filles, Terry, brisera enfin le silence et ira tout raconter à la police. Comment l'emprise psychologique d'une mère peut-elle être si forte au point de transformer ses propres enfants en complices de meurtre ? C'est une question terrifiante sur les dynamiques familiales toxiques et le mal absolu. Jeanne Jones, l'ange de la mort des hôpitaux pédiatriques. San Antonio, Texas, début des années 80. Jane Jones est une infirmière pédiatrique. Dans les services où elle travaille, un phénomène statistique alarmant se produit. Le nombre d'urgences médicales et de décès d'enfants, souvent inexpliqués, augmente de manière spectaculaire. Le mode opératoire de Jane Jones était diabolique. Elle injectait secrètement à des nourrissons et de jeunes enfants des doses potentiellement mortelles de médicaments comme la digoxine ou la succinylcholine, un puissant relaxant musculaire qui provoque un arrêt respiratoire. Elle attendait alors que l'enfant entre en détresse vitale pour intervenir, espérant passer pour une héroïne en sauvant l'enfant qu'elle venait d'empoisonner. Parfois, ses tentatives de réanimation réussissaient et elle était félicitée pour son calme et sa compétence. D'autres fois, les enfants mouraient. On estime qu'elle pourrait être responsable de la mort de près de 60 nourrissons. Elle était atteinte d'un syndrome de Munchausen par procuration, une pathologie où une personne provoque des blessures ou des maladies chez une autre, souvent un enfant, pour attirer l'attention et la sympathie sur elle-même. Pendant des années, les hôpitaux, craignant les poursuites judiciaires,
ont préféré la renvoyer discrètement plutôt que de signaler leurs soupçons à la police, lui permettant de continuer à sévir ailleurs. Comment un système médical censé protéger les plus vulnérables a-t-il pu laisser un ange de la mort comme Jaynan Jones opérer si longtemps ? C'est une histoire qui soulève des questions fondamentales sur la confiance, l'éthique médicale et la capacité du mal à se dissimuler sous le masque de la bienveillance et du soin. De la veuve noire cupide à la mère narcissique, de l'infirmière en quête d'attention à la manipulatrice de génie, ces 10 histoires nous montrent qu'il n'existe pas un seul visage du mal au féminin, mais une multitude de facettes, toutes plus complexes et terrifiantes les unes que les autres. Ces récits nous obligent à regarder au-delà des stéréotypes et à nous interroger sur les mécanismes psychologiques profonds qui peuvent conduire un être humain à commettre l'irréparable. Laquelle de ces histoires vous a le plus choqué ou interpellé ? Y a-t-il une affaire que vous connaissiez et sur laquelle vous avez une théorie particulière ? Partagez vos réflexions et vos ressentis dans les commentaires ci-dessous. J'ai hâte de vous lire et d'en débattre avec vous. Si cette plongée dans les archives sombres du crime vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour soutenir la chaîne et bien sûr, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Merci d'avoir été là et à très bientôt pour de nouvelles histoires.